Alors, bonsoir, bienvenue à cette deuxième séance en ce jeudi 11 février du Comité d'études des demandes de démolition de l'arrondissement du Sud-Ouest. Mon nom est Anne-Marie Sigouin, je suis conseillère de ville dans le district de Saint-Paul-et-Mare, Saint-Henri-Ouest et je suis présidente du Comité consultatif d'urbanisme et c'est donc à ce titre que je préside la séance ce soir. Avec moi, parmi les membres du comité consultatif d'urbanisme, nous avons M. Guy Giasson, M. Jonathan Chat, Mme Anna Rocky et M. Ziad Haddad. Parmi l'équipe des services, nous avons Marie-Hélène, j'oublie ton nom de famille, Marie-Hélène, de la direction de l'aménagement urbain et M. Bassim Kaziawal qui présentera le dossier ce soir. Nous avons également Ariane Mercier avec nous. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour ouvrir la séance selon l'ordre du jour qui a été distribué. Il n'y a pas de modification à apporter. Donc, Ziad, j'ai la proposition et tu seras appuyé de Jonathan Chat. Merci. Alors, Bassim, la parole est à vous pour la présentation. Alors, c'est notre deuxième dossier, ça concerne le 69-59 de la rue Beaulieu. C'est le bâtiment unifamilial que vous voyez au fond de ce lot. Par rapport au cheminement du dossier, le 8 octobre dernier, il y a eu le dépôt de la demande de démolition. Le comité consultatif d'urbanisme l'a vu pour une étude préalable le 30 novembre 2020. Entre le 21 janvier et le 4 février, il y a eu une consultation publique qui s'est faite à travers le réseau. Le 20 janvier, il y a eu affichage et publication dans les journaux de la ville. Aujourd'hui, c'est la séance de la démolition. Donc, et au terme de cette présentation, il y aura une décision motivée de la part du comité. Le 13 mars prochain, qui correspond à un mois après le 11 février, il y aura le délai de 30 jours sera fini et on pourrait donc étudier le dossier en vertu du règlement sur les PIA et ça va être par rapport au comité consultatif d'urbanisme. Donc, l'adresse en question, le 69-59 rue Beaulieu, appartient à l'unité de paysage 3.12 Terre Udon, là que vous voyez ici sur la carte. Donc, on le voit par rapport à cette unité de paysage 3.12 qui est très longue, qui se développe entre sud-nord. Et le bâtiment est situé au sud donc, de cette unité de paysage et elle jouxte l'unité de paysage 3.10 qui est l'unité de paysage des maisons de vétérans. Donc, pour ce qui est de la typologie ou la typomorphologie dominante de cette unité de paysage, donc, on voit ici les deux typologies principales dominantes, duplex avec escalier extérieur, la maison d'appartement et puis toutes les maisons, toutes les typologies secondaires, maison boomtown, triplex et multiplex. Donc, on voit ici un peu ce qui constitue le paysage de cette unité de paysage. Donc, une vue aérienne qui nous montre ici la position ou la situation de notre bâtiment par rapport à la rue. Comme vous le voyez, il y a une ruelle à l'arrière. Le Map Info, là, qui nous donne une idée par rapport au zonage prescrit. C'est du H1.3, donc c'est un logement minimum, 3 logements au maximum. On peut aller à 2 étages et pour 9 mètres de hauteur maximum. Donc, on peut aller aussi de 35 à 50% de taux d'occupation. Quand on se rapproche un peu, là, on voit les alignements dominants sur la rue aussi. Et on voit notre bâtiment qui est
qui est en recul et qui est construit sur la ligne de l'eau arrière. Donc, il n'y a pas de cours arrière et on va le voir sur le certificat de localisation, il empiète même sur la ruelle. C'est un cas assez particulier parce que c'est le seul bâtiment qui est construit comme ça, qui donne sur la ruelle, sur toute la ruelle de Beaulieu. Donc, il y a quelques garages, bien entendu, mais c'est le seul qui a cette situation d'implantation. Alors, une photo, quand on voit vers le sud, notre bâtiment se situe à droite ici. À gauche, vous avez l'unité de paysage 3.10, donc avec toute la série de maisons de vétérans. Une photo quand on va vers le nord, ou on voit vers le nord. Donc, cette rue-là, c'est la limite entre les deux unités de paysage, hein, parce qu'à droite, c'est l'unité de paysage 3.10, dont on voit ici les 9 maisons qui sont présentes. À gauche, par contre, il y a une dominance de bâtiments de 2 étages, quelques maisons de 1 étage, mais elles sont assez rares. On a vu un peu le paysage sur la rue et pour relever un peu pour faire un peu le diagnostic ou le relevé de ces petites maisons. Il y en a une ici, le 71-31, qui est vers le nord, mais c'est une maison qui a été construite en 72. Disons qu'elle s'est inspirée des boomtowns. Ici, on a le 70-23 construit en 1928 et le 70-11 en 1929. Ici, vous les voyez de part et d'autre. Elles sont en recul, ces 2 maisons, mais elles ont quand même des cours arrière. Donc, elles sont en recul, mais pas autant que le bâtiment que l'on voit aujourd'hui, le 69-59. À côté du 69-59, il y a le 69-69 qui a été construit, lui, en 1929. Et on a le nôtre, là, qu'on voit aujourd'hui, qui a été construit en 1948. Un peu plus au sud, on a le 69-11 en 1946, le 68-99 en 1923. Donc celui-ci, qui est en recul, mais avec quand même une cour arrière, et celui-ci qui est plus, c'est le plus ancien, en fait, qui a été construit en 1923. Si on se réfère à la période de développement des maisons boomtown, c'est-à-dire entre 1875 et 1845, on peut dire que le 69-59 a été construit, lui, en 1948, donc c'est un peu plus tard que la période dédiée à ce développement de ces maisons boomtown. Ce qui fait dire à l'architecte qui s'est occupé de l'étude patrimoniale qu'il y a certaines caractéristiques qui nous éloignent de la typologie traditionnelle de la maison boomtown, c'est-à-dire la symétrie, les fenêtres symétriques, c'est à quelques autres, et puis le traitement aussi du parement qui est différent. Donc, dans l'évaluation d'une demande de démolition, les critères d'évaluation sont les suivants: l'état du bâtiment, sa valeur patrimoniale, son état architectural ou aussi son impact sur la qualité de vie du voisinage, éventuellement les préjudices causés aux locataires et les possibilités de les reloger le cas échéant, les besoins de logement dans les environs, le coût de la restauration, le projet de remplacement et tout autre critère pertinent qui peut aider à la prise de décision. Alors, les documents qui ont accompagné cette demande de permis de démolition, il y a eu l'étude patrimoniale, donc, qui a été faite en octobre 2020 et qui a été bonifiée ensuite successivement. L'expertise structurale en novembre 2020 et un rapport complémentaire qui a été fourni en décembre 2020.
donc qui comporte les non-conformités au Code national du bâtiment, les coûts de la rénovation et la mise aux normes du bâtiment et le pourcentage de démolition exigé en cas de restauration. Ensuite, il y a l'argumentaire du propriétaire qui est en faveur de la démolition. Le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, qui est un projet de maison unifamiliale de 2 étages, qui a été produite le projet a été produit en décembre 2020. Bon, pour l'étude patrimoniale, c'est une étude qui en fait a été bonifiée suite aux commentaires du CCU qui a été faite lors de l'étude préalable. Elle se base sur l'évaluation par valeur. Donc, vous voyez les valeurs qui ont été prises en compte dans cette étude patrimoniale, la valeur historique, la valeur urbaine, la valeur architecturale, la valeur d'authenticité et la valeur d'usage. Voici donc le sommaire de son étude. J'en ai fait un résumé. Donc, on commence par la situation actuelle où on voit le bâtiment dans son contexte. Le bâtiment ici, on le voit au fond. Ça, c'est une photo aérienne et qui montre, c'est assez particulier parce que la façade correspond au mur arrière du bâtiment voisin. C'est assez particulier. Donc, si on trace un trait, là, on voit que les deux murs sont pratiquement alignés. On voit ici le certificat de localisation qui montre un empiètement sur la ruelle ici. Par rapport au voisinage, on l'a vu sur les premières photos, on voit les maisons de vétérans à gauche dans cette photo et puis les bâtiments de la rue à droite. On voit ici un bâtiment qui sort un peu de l'ordinaire. C'est un bâtiment probablement qui a été modifié peut-être plus d'une fois. Par rapport ici au plan d'urbanisme et pour ce qui est de l'évaluation archéologique, patrimoine urbain, donc ce n'est pas un secteur à valeur et il n'y a pas de valeur archéologique dans cette zone-là. Le relevé, ce qu'on avait demandé lors de l'étude préalable, c'est qu'on voulait voir un peu comment était ce bâtiment. Donc, on a ici le rez-de-chaussée. Tout de suite à l'entrée, on a un escalier qui rejoint le sous-sol. Et puis, vous voyez ici les chambres au fond, et puis c'est avec un couloir central. Le sous-sol, c'est un sous-sol partiel parce qu'il y a une partie vide sanitaire qui se situe à l'arrière et une partie excavée, mais elle n'est pas très excavée puisqu'elle n'a que 6 pieds 8 de hauteur, le sous-sol. Là. On va le voir sur le rapport de l'ingénieur ici. L'escalier fait moins de 3 pieds de largeur et aussi la hauteur, le dégagement. Là, je ne me rappelle pas du terme exact, ça va me revenir, mais pour ne pas toucher là quand on descend l'escalier, donc ça aussi c'est pas conforme. Certaines photos que l'architecte soumet, donc l'état du bâtiment par rapport à la ruelle, et aussi par rapport à l'intérieur, là, comme on va le voir élément par élément un peu plus tard. Donc là, la synthèse d'évolution du lieu, là, on peut voir que le parcellaire a été déjà tracé en 1800, non, il a été décidé, disons, en 1854,
mais il a été tracé en 1871, donc on le voit ici. En 1871, il y a le lotissement, mais on n'a pas encore de bâtiment là-dessus, ni même en 1920. Il y a quelques maisons là, mais on ne voit pas encore notre bâtiment. En 1949, on le voit ici. On le voit, il est déjà assez atypique, il est déjà en fond de l'eau. On commence à voir des bâtiments en briques ici sur la rue. Oh, ici, ça c'est un peu le répertoire où tous les propriétaires qui sont passés depuis 1906 jusqu'à aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne les valeurs ici, pour la valeur symbolique et les liens entre les éléments éventuellement matériels et immatériels, il n'y a pas de valeur particulière. La valeur urbaine, les éléments fondateurs de l'histoire du développement urbain, ce n'est rattaché à aucun phénomène social, n'est pas rattaché à un personnage en particulier, ni à un lieu, ni à un événement historique. Par rapport à l'âge, disons, la rue Beaulieu s'est développée au début du XXe siècle et plus intensément durant les années entre 1960 et 1970. Pour la valeur artistique et esthétique, l'architecte considère qu'il n'y a pas de valeur particulière ou spécifique. Pour ce qui est du type architectural, on dit que ici la façade du bâtiment pourrait s'apparenter à une maison Boomtown. Cependant, plusieurs éléments architecturaux sont absents. Il parle de la symétrie, du traitement du parement et aussi le fait que les maisons en fond de l'eau sont assez rares, très rares même. Il y a toujours une petite cour à l'arrière. Donc ici, il reprend un peu la typologie des boomtowns, qu'est-ce qui caractérise toutes les caractéristiques du boomtown. Certains boomtowns qu'il a relevés dans les environs, donc sur la rue Dumas, sur la rue Hamilton, certains bâtiments qui ont conservé leurs caractéristiques. C'est en général des bâtiments qui sont sur la rue. Alors, pour ce qui est des valeurs contextuelles spécifiques, etc., donc on dit qu'il n'y a pas de valeurs spécifiques. Pour ce qui est de la conclusion de l'étude, donc le bâtiment n'offre aucun élément caractéristique. Les matériaux sont pauvres en qualité, d'apparence visuelle, simpliste, marqués par l'absence de détails architecturaux et ne constituent nullement l'intérêt patrimonial du secteur. Alors, en conclusion, à la lumière des informations recueillies, de la recherche historique effectuée, ainsi que de l'étude des valeurs patrimoniales associées au lieu, nous concluons qu'il n'y a aucun intérêt patrimonial attribuable à la propriété étudiée. Ce lieu ne peut pas être reconnu comme étant d'intérêt patrimonial exceptionnel ou encore intéressant. Ceci conclut l'étude historique. Maintenant, pour le premier rapport d'inspection qui a été fourni en un premier temps, donc il y a eu la partie de description du bâtiment et ensuite la date d'inspection. Dans ce rapport, il relève des déficiences donc, par rapport aux fondations et les solives de plancher. Ça, les solives de plancher, bien entendu, c'est la partie qui est excavée. Alors, ici, on voit que pour les supports, etc., donc, il y a de grosses problématiques là, de joints entre les solives et le mur de fondation. Il n'y a pas d'empattement.
Alors, on voit ici certaines euh, choses qui ont été faites là du type bricolage juste pour soutenir un peu, mais il n'y a pas d'empattement au-dessous de ces structures. Comme on le voit ici, il n'y a pas d'empattement au-dessous. Alors, par rapport au, oui, il y a plusieurs solives de plancher qui sont fissurés. On va voir un peu parce qu'il a fait un dessin là où il montre les solives qui ont des problèmes. La moisissure sur la majorité des solives. Alors, la cause probable de toutes ces déformations, c'est que la fondation est non conforme, il y a l'affaissement du sol, mouvement différentiel entre les supports des solives et le tout couronné par une humidité élevée avec infiltration d'eau. Alors, les conséquences ou la problématique de ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer, donc la stabilité de l'immeuble qui est compromise. Si ça continue, donc il y a rupture des solives de plancher, mouvement différentiel qui peut causer des déficiences supplémentaires, là, voire dans les finis intérieurs, les planchers, etc. L'infiltration dans le vide sanitaire, donc dans le vide sanitaire qui constitue la partie arrière du bâtiment, donc il y a de l'infiltration d'eau, donc humidité élevée dans ce vide sanitaire. Les causes, c'est que les fondations sont poreuses et fissurées. Il y a des fissures qui sont visibles dans le revêtement extérieur. Il y a un mouvement différentiel de la fondation, donc ça bouge. Et les conséquences, donc ça contribue à la dégradation des éléments structuraux. Fissures dans la fondation du bâtiment démontrent un mouvement différentiel prononcé. Donc ici, on a encore une fois les photographies qui démontrent la présence de fissures et la présence de moisissures aussi. Les murs extérieurs qui sont des murs en bloc de béton, mais qui sont faits en bloc de béton non sans armure et qui ne sont pas armés. Donc, ils sont creux et ils ne sont pas isolés. Donc, c'est des blocs vides. Donc, automatiquement, il y a des mouvements qui se font, étant donné qu'il n'y a pas, dans ce cas, de contreventement. Mouvement différentiel des fondations, manque de rigidité au mur de bloc parce qu'il n'y a pas de poteaux qui sont coulés là-dedans et aucune attache structurelle sur le mur de bloc. Alors, les conséquences, mur instable et non conforme aux exigences du Code national du bâtiment. Les forces latérales, donc, étant donné qu'il n'y a pas de contreventement, qui peuvent causer un effondrement du mur. L'immeuble est inhabitable car le risque d'effondrement lors d'un séisme est trop élevé. Alors ça, c'est des photos qui ont été prises où on voit les fissures du mur extérieur et ça, c'est quand on se situe à l'arrière ou sur le côté latéral. Alors, si on désire, donc en cas de réhabilitation structurale, donc si on désire rendre le bâtiment habitable, une réhabilitation structurelle du bâtiment est nécessaire afin d'assurer la sécurité des habitants. Donc, remplacement de la fondation et des solives de plancher du rez-de-chaussée, étant donné les déficiences structurales majeures relevées. La fondation doit être remplacée par une fondation conforme. Alors, bien entendu, ça engendre un remplacement des solives du plancher du rez-de-chaussée. Remplacement des murs de blocs de maçonnerie et de la toiture, étant donné qu'ils ne sont pas suffisants pour résister aux charges latérales. Et il faut les remplacer par des éléments structuraux conformes. Alors, quand on change toute cette structure-là qui supporte le toit, bien entendu, il faut penser aussi au remplacement de la toiture, que l'ingénieur dit que c'est incontournable. Et le tout doit être conforme au Code national du bâtiment.
Et donc, dans ce premier rapport, l'ingénieur avait déjà dit que la réhabilitation structurale entraînerait une destruction à plus de 50% de la surface cumulée des planchers, du toit et des murs extérieurs, et que ça conduisait automatiquement vers une démolition déguisée. Dans le deuxième, alors il recommande la démolition dans le premier rapport. Dans le deuxième rapport complémentaire, on lui a demandé d'être un peu plus précis dans le calcul des pourcentages, aussi dans le relevé des non-conformités, aussi qui nous fournissent le coût de rénovation et de mise en norme éventuellement pour une rénovation ou une restauration du bâtiment tel que l'existant. Alors ça, c'est toutes les non-conformités par rapport au Code national, le manque de résistance au feu, la non-conformité du mur arrière aux exigences du calcul de façade de rayonnement à l'arrière, l'isolation des murs de fondation, les structures qui ne sont pas isolées, le toit n'est pas isolé, en tout cas toute une liste de non-conformités. Et on en vient ici aussi à la largeur de l'escalier qui a moins de 3 pieds de largeur, avec une échappée, c'est le mot qui m'échappait tout à l'heure, moins de 6 pieds 6. Donc, la hauteur sous plafond du sous-sol, 6 pieds 8, qui ne respecte pas le minimum de 7 pieds 3 exigé minimalement par le Code national du bâtiment. Bon, l'éclairage du sous-sol, qui ne permet pas non plus, étant donné que c'est petit, ne permet pas qu'on puisse évacuer en cas d'incendie. Alors, le rez-de-chaussée, les planchers qui est affaissé à plusieurs endroits, l'absence de ferme de toit construit, ils sont en 2x4. La composition des murs extérieurs qui sont en blocs de béton vide, qui n'offrent aucune résistance aux forces latérales, les empattements inexistants, la déflexion des solives de plancher qui sont supérieures à la tolérance prescrite, les moisissures, le taux d'humidité supérieur à ce qui peut être acceptable dans un cas normal. Et puis, pour la dernière, c'est qu'il note ou il fait noter que l'excavation du mur arrière obligerait des travaux d'excavation dans la ruelle. Celle-ci devrait être fermée pendant plusieurs semaines, ce qui affecterait grandement l'accessibilité du voisinage. Donc voilà un peu en ce qui concerne le Code national du bâtiment. Ici, il y a le relevé des poutres, les poutres qui ont une déflexion supérieure à L sur 360, c'est-à-dire la longueur divisée par 360. Alors, vous voyez, c'est toutes les poutrelles qui sont colorées pardon, en vert. Les poutres avec moisissure, c'est toutes celles qui sont colorées en orange. Ici, il y a quelques photos là, qui nous montrent les conditions des murs extérieurs. Donc ici, on a des forens en 2x3 probablement qui, à l'intérieur, il n'y a pas d'isolation. La même chose, quand on voit ici pour le toit n'est pas isolé. Le vide sanitaire, quand on le voit ici, n'est pas isolé non plus. Là, on parlait de la largeur de l'escalier. Le plafond qui est à moins de 7 pieds 3, donc 6 pieds 8, je pense. On parlait aussi de petites fenêtres au niveau du sous-sol. Et voilà un peu
ici, par contre, c'est le coût éventuellement pour une rénovation du bâtiment afin de le rendre conforme. Donc, il y a les travaux d'excavation. Ici, on a tous les coûts ici parce qu'il faut refaire les fondations, etc. Donc, vous avez les coûts par rapport aux infrastructures et, et tout le reste. Les ouvrages en béton, donc les fondations, les travaux de charpente donc, qui sont nécessaires, portes, fenêtres, tous les travaux d'isolation, etc. Donc voilà, les 15 000. La toiture qui reviendrait à 12 000, tout le gypse à 12 000. Et on continue avec les travaux de plâtre, maçonnerie, plomberie, électricité, finition, le remplacement de la cuisine, remplacement de la salle de bain, et ce qui conduirait donc à un total, donc quand on fait la somme de toutes ces sommes, donc on reviendrait à 360 000 à peu près pour avoir un bâtiment rénové. Donc, en plus de ça, même si on remet tout ça à niveau, donc ce qu'il note, lui, c'est que suivant la mise à niveau ainsi que la rénovation du bâtiment, les besoins familiaux du propriétaire ne seraient pas rencontrés. Il y aurait donc un manque de chambres à coucher et d'espace de vie familiale. Donc, le propriétaire nous expliquera tout à l'heure la situation. Peut-être qu'on comprendra un peu le besoin qu'il a dans l'espace aussi. Le calcul de la démolition qui a été fait ici par rapport à un tableau. Là, dans le tableau, il y a le relevé, par exemple, de la façade, le mur arrière, le toit, le mur latéral et autres. Donc, on voit ici les mesures. On fait la somme des superficies existantes. Là, quand on fait la somme des façades, mur arrière, toit, mur latéral et autres, donc on est à 2775. Et pour les superficies des faces extérieures démolies, là, on est toujours dans les faces extérieures ici. On relève ici la somme ou la superficie nécessaire démolie, qui doit être démolie. Donc, on est à 2775 par rapport à 1905. Donc, quand on fait la division ou le rapport entre 1905 et 2775, on arrive donc à 68%, plus que 68% de démolition exigée. Donc, alors voilà un peu le calcul de la démolition. Ici, il nous donne quelques exemples qui n'est pas une démolition. Donc on voit ici, ça ce n'est pas une démolition puisqu'on est toujours à 40%. Là aussi, c'est un exemple de démolition parce qu'on dépasse ici, même pour le plancher, on dépasse la superficie autorisée. Finalement, le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, donc c'est une maison unifamiliale de 2 étages. Le projet a été modifié sensiblement là, par rapport à celui que vous aviez vu lors de l'étude préalable. Ici, en comparant la réglementation prescrite et ce que propose le projet, donc on est à un logement, donc on est conforme, 2 étages maximum. On ne dépasse pas les 9 mètres maximal autorisés. On est à un taux d'implantation de 49% et on a
une place de stationnement à l'arrière qui est accessible à partir de la ruelle. Donc, on peut dire que le projet est conforme à la réglementation. Donc, rapidement, là, on voit le projet dans son implantation qui va s'aligner au bâtiment voisin. Bien entendu, il ne peut pas être contigu parce que c'est un lot qui n'est pas contigu. Il y a des marges latérales, non seulement pour le bâtiment de droite, mais celui de gauche aussi. Alors, par rapport à la rue Beaulieu, par rapport à la ruelle, on l'a dit, donc, ça permettra l'accès au garage. Ici, on a le bâtiment dans son contexte, les deux bâtiments existants. Et ça conclut ma présentation. Je vous remercie beaucoup. Merci, Bassim. Merci beaucoup. Alors, je voudrais juste mentionner à ce moment-ci que l'arrondissement n'a pas reçu d'opposition à cette demande de démolition. Et j'inviterai les membres à se manifester si vous avez des questions. J'élargis mon écran. Si je pourrais juste ajouter quelques commentaires à propos de juste un instant, M. Abou-Jaoud, je veux juste m'assurer que parmi les membres du CCU, il n'y avait pas de questions à ce moment-ci. Donc, on sera prêt à aller en délibération. Ziad, avais-tu une question? Non, ça va? OK. Oui, M. Abou-Jaoud. J'ai quelques commentaires à faire. C'est juste qu'en ce moment, les problèmes qui sont pas seulement non conformes au code, mais qui ne sont pas sécuritaires pour que l'établissement soit habitable, sont de la fondation existante, qui a des problèmes de filtration d'eau, la moisissure des solives et des pattes de fondation qui ne peuvent tout simplement pas reprendre les charges d'un plancher qui n'est pas nécessairement quelque chose qui est défini par le code du bâtiment, mais défini par des normes de structure. Donc, c'est des forces qui vont être appliquées sur le plancher si jamais il est habitable, qu'ils ne peuvent juste pas prendre. Par la suite, il y a le mur extérieur qui est en bloc de maçonnerie, qui n'est pas sécuritaire si jamais elle est... Donc, juste préciser que même si on est pour faire même si on parle de reconstruction et tout ça, mais dans le fond, toute la fondation est à refaire, tous les murs extérieurs sont à refaire. Et c'est ça, c'est juste que il y a aussi une chose que il y a une certaine limite de choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire dans ce bâtiment. Et selon moi, si on n'est pas au moins pour refaire toutes les fondations, on ne peut pas considérer que l'immeuble est sécuritaire. Et si on ne refait pas les murs, on ne peut pas considérer que le bâtiment est sécuritaire non plus. Donc, ça engendre beaucoup de choses quand même. Et le bâtiment ne serait juste pas habitable dans la condition qu'il est en ce moment. Je veux juste préciser que ce n'est pas juste des non-conformités. Je vous dirais qu'on a eu un dossier très complet, en fait, très, très bien documenté. Là. Alors, je vous remercie d'apporter ces précisions-là, mais je pense qu'on a tous les éléments en main pour nos discussions. Alors, Monsieur Rivet, vous voudriez... Oui, merci de recevoir la demande. Dans le fond, si je peux juste prendre 2 petites minutes de votre temps pour expliquer un petit peu ma situation. Donc, j'ai 3 enfants, ma conjointe a 1 enfant. Donc, famille reconstituée avec 4 enfants entre l'âge de 13 ans puis 21 ans. Les 4, c'est des étudiants qui vont à l'école à Montréal, entre le secondaire puis l'université, qui prennent le transport en commun. Donc, le défi de trouver une maison pour une famille reconstituée, j'ai vérifié les statistiques. Je pense 2 % des maisons dans le sud-ouest qui ont plus que 3 chambres à coucher, puis ça nous en prend 5 en fait. Donc, c'est l'idée derrière la demande du permis de démolition pour pouvoir s'établir. Au niveau professionnel, mon travail fait en sorte que je travaille 50 % de la maison. Ma conjointe travaille de la maison. Puis là, avec la COVID, présentement, on a 2 des 4 enfants qui sont en plein à la maison pour suivre les cours. Donc, je pense que c'est important de le dire. Ça fait que dans le fond, on cherche, on a regardé toutes les alternatives. Évidemment, j'ai resté, moi, 20 ans de ma vie dans Villemort, là, dans deux emplacements. Donc,
On a regardé la rive sud, la rive nord, mais on s'est dit que c'était à Montréal. Ma conjointe demeure à Rosemont présentement, qu'on voulait s'établir avec la famille. Donc, d'où l'idée de présenter ce projet-là. Aussi dire que la maison est inhabitée depuis 2 ans, même que dernièrement, on a eu des gens qui ont vandalisé et qui ont essayé de rentrer dans la maison. Donc, c'est ça. Fait que c'est un projet familial, c'est un projet pour 6 personnes qu'on espère pouvoir s'y implanter prochainement. Merci. Merci. D'ailleurs, j'avais une question par rapport à l'usage. À un moment donné, dans la documentation, il est question d'usage commercial. Bassim ou M. Rivet, pouvez-vous nous éclairer là-dessus? Ah, je ne sais pas si c'est une erreur de frappe. Non, il n'y a aucun usage commercial pour le polymère. Ça m'aurait vraiment surpris, là, mais je pense que c'est peut-être dans l'étude patrimoniale que j'ai vu ça. OK, mais je vous garantis qu'il n'y a aucun usage. Ni avant vous, ça n'a pas servi pour un usage commercial. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est une petite erreur qui s'est glissée là. OK. OK. Donc, je pense qu'on est prêt à aller faire nos délibérations. Donc, on change de salle virtuelle. Vous nous attendez dans celle-ci, puis on vous revient par la suite. Super, merci bien. À tout de suite. Nous sommes de retour. J'ai devant moi le projet de résolution pour la décision. Alors, je vais en faire la lecture et puis vous serez fixés. Alors, voici la résolution pour le 69-59, la demande de démolition pour le 69-59 rue Beaulieu. Alors, attendu qu'un avis public est paru dans le Journal de Montréal le 20 janvier 2021 et qu'un avis public a été affiché sur l'immeuble visé, que le comité d'étude des demandes de permis de démolition a tenu une séance en visioconférence le 11 février à 19 h, offrant ainsi aux propriétaires et à toute autre partie intéressée l'opportunité d'être entendus. Attendu qu'une consultation écrite s'est tenue du 21 janvier au 4 février 2021, permettant à toute personne intéressée de se faire entendre, conformément aux arrêtés ministériels en vigueur. Attendu que le rapport de la consultation écrite a été transmis à l'ensemble des membres du comité d'étude des demandes de démolition. Attendu que le requérant a acquitté les frais requis en vertu du règlement régissant la démolition d'immeubles de l'arrondissement et qu'il a rempli les conditions qui y sont édictées. Attendu que la demande d'étude de démolition a été évaluée en fonction des critères prévus par la réglementation sur les démolitions. Attendu que les fondations et la structure du bâtiment doivent être en grande partie remplacées. Attendu que l'état du bâtiment requiert des travaux majeurs de rénovation impliquant le remplacement d'une importante partie de ses composantes, ce qui serait considéré comme une démolition au sens du règlement. Attendu que le bâtiment ne possède pas une valeur patrimoniale significative. Attendu qu'aucune opposition écrite n'a été signifiée au secrétaire d'arrondissement dans les délais prescrits, il est résolu d'accorder le permis de démolition pour l'immeuble situé au 69-59 rue Beaulieu, sous réserve que soit soumis un plan de disposition des matériaux, que les travaux de démolition soient terminés dans les 24 mois suivant la date de la prise d'effet de la décision du présent comité. Après l'expiration de ce délai, cette décision sera nulle et sans effet. Et enfin, sous réserve qu'une demande de permis de construction conforme à la réglementation soit déposée à l'arrondissement pour la construction d'un nouveau bâtiment sur ce site et qu'une résolution soit approuvée en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par le conseil d'arrondissement avant l'émission du permis de démolition. Alors voilà, ce que ça signifie, c'est que la prochaine étape, c'est de présenter le dossier pour le projet de construction au CCU pour approbation et ensuite, ça doit être voté par le conseil. Donc, vous continuerez d'être accompagné là, par M. Kaziawal et l'équipe des permis par la suite. Alors, on ne pouvait pas commenter avant de délibérer votre situation particulière, mais on est heureux que vous ayez cette opportunité-là de vous installer avec votre famille à Montréal, dans le sud-ouest. C'est pas souvent qu'il y a ces opportunités-là. Et puis, je disais à mes collègues, la décision aurait été plus difficile à prendre si ça avait été un bâtiment, un boomtown, qui a des belles caractéristiques, qui est encore en bon état. Là, ça aurait été plus difficile, mais dans ce cas-ci, la démonstration a été faite là, que ça ne valait pas la peine de le conserver
le projet de réhabilitation était insensé. Là, donc, excellent. Mais je vous remercie tous et toutes. alors voilà, bonne fin de soirée. Bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc, on est entre nous. Donc, juste proposer la levée de la séance. De l'Assemblée. Merci. Guy, veux-tu proposer la levée de l'Assemblée? Oui. Et qui l'appuierait? Ziad. Parfait. Merci.